Chers amis, chers étudiants, chers collègues, bonjour, bonsoir. Je suis particulièrement heureux de votre présence nombreuse à ce séminaire, à cette première séance du séminaire Spinoza à Paris 8 que je lance depuis cette année avec donc Jacques Stetter qui est ici présent, qui est un doctorant financé en philosophie et chargé de cours sur Spinoza à l'université que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc le séminaire a pour titre, vous l'avez vu sur l'affiche, Spinoza à Paris 8. C'est un séminaire international et interdisciplinaire de recherche spinoziste. Donc l'idée générale était de s'inscrire dans la grande tradition d'études spinozistes à Paris 8 qui s'est interrompue quelques années, du moins sous une forme explicite, parce que les gens qui sont à Paris 8 et qui font de la philosophie ont toujours eu Spinoza au fond de leur tête et même au fond de leur cœur. Donc c'était pour reprendre de façon explicite cette étude sur Spinoza qui s'était évidemment illustrée dès la création de l'université de Vincennes, puisque vous savez, comme évidemment c'est une autorité plus que publique, pour Deleuze, Spinoza était un philosophe peut-être le plus important de tous, puisqu'il est arrivé à ce qu'on dit, c'est pas absolument certain, mais enfin c'est assez vraisemblable en tout cas, de l'appeler le Christ des philosophes, et que même un philosophe emblématique de Paris 8, comme Alain Badiou, le dernier texte que j'ai pu lire, s'oriente de plus en plus nettement vers un spinozisme sur les questions d'affect, sur les questions ontologiques aussi, subjectivation, affect de joie, théorie de l'amour, théorie de l'intersubjectivité, et dont il annonce même, peut-être c'est en cours, qu'il va peut-être faire la matière d'un troisième tome après l'être et l'événement et la logique des mondes. Donc, Rancière, Lyotard, tous ces auteurs, par certains côtés, croisent ou permettent de recroiser, dans la tradition de Paris 8, certains des thèmes spinozistes, notamment en matière politique, parce que Spinoza a développé une théorie politique particulièrement originale et puissante à son époque, qui a été l'objet de très nombreux commentaires au XXe siècle, Alexandre Matron, Négri, pour en citer que quelques-uns. Et donc, nous ambitionnons donc avec Jacques Stetter et puis peut-être une équipe qui s'étoffera par la suite de donner une régularité à ce séminaire d'études spinozistes à Paris 8. Donc nous sommes très contents aujourd'hui de voir qu'il commence avec un public consistant, nombreux. Et nous accueillons donc aujourd'hui, pour la première séance, donc Yvan Segré, qui... peut-être faudrait sortir des livres. Je viens de faire passer... Ils sont là. Parce que j'ai apporté le manteau de ça. Donc, Yvan Segré, qui est... voilà, qui est donc né en 1973 et vous vivez en Israël, c'est ça? Non, je vis en France. En France, depuis quelques temps, d'accord. Et qui a donc soutenu un doctorat de philosophie en 2008 qui s'appelle La réaction philosémique à l'épreuve de l'histoire juive et qui avait été rédigé sous la direction de Daniel Ben Saïd, à qui est dédicacé, si je me souviens bien, le manteau de Spinoza, cet ouvrage, voilà, à la mémoire de Daniel Ben Saïd, qui est paru il y a quelque temps, puisque donc il a publié Qu'appelle-t-on penser Auschwitz aux éditions Ligne en 2009, La réaction philosémique également, la même année, le manteau de Spinoza, donc celui que j'ai en main, là, à la Fabrique, en 2014, où donc est menée une discussion extrêmement serrée avec l'ouvrage de Jean-Claude Milner, Le sage trompeur, qui sera peut-être évoqué aujourd'hui, je ne sais pas, enfin on verra bien. Et très récemment vient de paraître donc un ouvrage qui circule, c'est ça? Jack, vous l'avez ou pas? Oui, Judaïsme et Révolution, il vient de paraître il y a 2 semaines. Judaïsme et Révolution, que j'ai ici, et qui donc est paru très récemment. Et aujourd'hui, Yvan Segré va s'intéresser à, si j'en juge d'après le titre et d'après ce que j'ai vu de la présentation, à une des notions centrales du traité politique de Spinoza, à savoir la notion d'imperium, dont toutes les traductions sont particulièrement difficiles, à tel point qu'on hésite presque à le traduire, vous allez peut-être revenir là-dessus. Et donc, le titre de la conférence annoncée, c'est Éthique et politique, l'imperium chez Spinoza. Et donc, Yvan Segré, je vous remercie d'abord d'avoir accepté notre invitation, d'ouvrir ce séminaire.
Et vous avez la parole pour le temps que vous préférez, environ 1 heure environ. Merci. Merci à vous. Est-ce que j'ai une certaine liberté de mouvement en ce qui concerne la caméra? La caméra suivra. À peu près? Oui. Je peux. J'ai une certaine liberté de mouvement? Oui. Oui, c'est ma question. Est-ce que je peux... Vous allez le suivre si vous... C'est bon? Alors, liberté de mouvement, il se trouve, je vous annonce, je pensais parler du traité politique, je pensais parler du rapport entre Machiavel et Spinoza, et en cours de route, pour des raisons, au fond, de désir, j'ai changé. Voilà, j'ai changé un peu mon approche de cette question, mon approche de l'intitulé, et cela dit, je ne voudrais pas laisser sur leur faim ceux qui attendaient quelque chose d'immédiatement politique, donc je vais en dire 2 mots rapidement, et ensuite je vais développer mon propos de ce soir. Alors, je vais dire 2 mots sur cette question-là de mon propre rapport, disons, entre Spinoza et la politique. Une anecdote, voilà, une anecdote. J'étais invité en 2009 à l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, qui depuis n'existe plus, ou du moins pas sur France Inter. Et j'ai dit lors de cette émission, j'ai dit je suis sioniste, sachant que sioniste, selon moi, ne préjuge pas des options politiques dans la situation israélo-palestinienne. C'est-à-dire que sioniste peut ouvrir sur une vision qui serait celle d'un grand Israël sur l'ensemble de la Palestine, ou sur la vision de 2 États, un israélien et l'autre palestinien, ou aussi bien sur la vision d'un État commun. Voilà ce que j'ai formulé ce jour-là. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai eu droit à 2 réactions. Sur ma droite, des gens qui me reprochaient d'avoir légitimé la position qui est celle de défendre un État commun israélo-palestinien sur l'ensemble de ce qu'on appelle la Palestine historique. Donc c'était les reproches qui venaient de ma droite, et des reproches qui venaient de ma gauche, c'est d'avoir dit je suis sioniste. Alors ça, quel rapport avec Spinoza? C'est que la manière dont un mot peut devenir un enjeu de fétichisation, une fixation, par rapport à une pensée qui est en mouvement. Il est évident que l'intérêt de mon propos, selon moi, c'est justement de montrer que l'histoire collective et singulière de ce qui se joue sur le mot sionisme avait à l'origine différentes possibilités politiques, et que ces différentes possibilités politiques demeurent ouvertes, et que c'est une pensée en mouvement, et qu'en regard, les réactions étaient finalement symptomatiques d'une surdité et au fond de la réitération de ce que vous pourrait appeler la captation d'un signifiant national ou d'une histoire singulière par une figure étatique, par une figure de l'impérium. Voilà, ça c'était ce que j'aurais développé longuement autour de Machiavel, Spinoza, mais maintenant je vais vous proposer autre chose, évidemment toujours autour de la notion d'imperium. Vous allez voir que peut-être à l'arrivée, il y aura des rapports entre ce bref propos, cette bref mise au point, et le développement qui va suivre. Alors évidemment, je me suis intéressé, si vous prenez simplement l'annonce du séminaire, donc l'intitulé, ce qui me concerne, éthique et politique, l'imperium chez Spinoza, et vous avez le jeudi 21 mai, malheureusement je ne serai pas en France le 21 mai, donc Warren Montag, Mente qua imperium corpus habet, la notion de commander au corps dans l'éthique 3, proposition 2, Scoli. Vous retrouvez le signifiant imperium. Et c'est une citation tout à fait remarquable, et l'énoncé est tout à fait intéressant, évidemment, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que la formule dans le Scoli de Spinoza, donc si je traduis, l'esprit qui a un imperium sur le corps, c'est ce que Spinoza rejette. Selon Spinoza, précisément, c'est ça son point d'objection contre Descartes, c'est que l'esprit ne commande pas le corps. Pour le dire de manière un petit peu scolastique, rapidement comme ça, chez Descartes, disons qu'il y a 2 substances, la substance
la chose étendue et la chose pensante, et se pose le problème de leur rapport l'un à l'autre et comment la pensée peut déterminer le mouvement dans le corps. Spinoza le rejette comme étant une idée d'une part confuse et d'autre part qui n'a pas de nécessité. Je vais revenir là-dessus. Et selon lui, il y a une seule substance qu'on peut concevoir ou bien sous l'attribut de la pensée ou bien sous l'attribut du corps. Bon. Et donc lorsqu'il cite dans le Scoli, lorsqu'il évoque dans le Scoli cette phrase, l'esprit qui a un empire sur le corps, c'est ce qu'il rejette à titre de préjugé des idées confuses. Donc la notion de commander au corps chez Spinoza n'existe pas. Alors, c'est dans ce Scoli qu'on trouve une formule que je dirais fameuse. On ne sait pas ce que peut le corps. On ne sait pas ce que peut le corps. Donc, selon Spinoza, l'idée d'une action de la pensée sur le corps est une idée confuse, et elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire parce qu'on ne sait pas ce que peut le corps. Cette formule de Spinoza, je dis qu'elle est fameuse, en quel sens? Alors, dans son abécédaire, Gilles Deleuze évoque la question que dans la philosophie, il y a des cris. Il y a des cris dans la philosophie. Et il donne deux exemples. Le premier, c'est chez Aristote, le cri étant que toute démonstration, la philosophie vise la démonstration, toute démonstration s'appuie sur le principe de non-contradiction. Mais ce principe lui-même de non-contradiction est indémontrable puisqu'on ne peut le démontrer sans user du principe de non-contradiction. Ce cercle, c'est un fait que le fondement, le principe même de la démonstration soit indémontrable, c'est un cri dans la philosophie de Deleuze. Le deuxième cri dans la philosophie, selon Deleuze, c'est la formule de Spinoza, on ne sait pas ce que peut le corps. Alors, qu'est-ce qu'un cri? On peut l'entendre de différentes manières. Je vais vous proposer le passage d'une définition à l'autre. On peut entendre cri, si vous prenez le petit Robert, du latin populaire critare, au Moyen-Âge, contraction de ciritare, qui signifie appeler les citoyens au secours. Il est possible que chez Aristote, ce soit un appel au secours. En revanche, il me semble clair que chez Spinoza, ce n'est absolument pas un appel au secours. Et je dirais que, dans un premier temps, je serais tenté de dire que, contrairement à ce que dit Deleuze, ce n'est pas un cri. Pour Spinoza, c'est une pensée. Mais dans un second temps, je vais tâcher de garder le signifiant cri, mais en vous proposant une autre définition du cri, que je vais rechercher dans un ouvrage qui s'appelle Free Jazz Black Power de Philippe Card et Jean-Louis Comolli. Donc évidemment, je ne resitue pas tout à fait dans le contexte, mais bon. C'est là, dans l'orchestre de Count Basie, qui n'avait pas encore une réputation nationale, que Lester Young commença de définir son style. Que le boogie-woogie, une des formes pianistiques du blues, devint un des éléments déterminants du nouveau langage orchestral. Que le shout, et entre parenthèses cri, s'imposa pour des chanteurs tels Jimmy Rushing comme le seul procédé permettant à l'expression vocale de ne pas être étouffée par la masse orchestrale. Alors que dans les orchestres les plus représentatifs du swing blanc, les paroles des chansons n'avaient pas grande importance, les textes chantés par les blues shouters étaient audibles, rendant à la parole nègre la fonction de communication qu'elle a dans le blues. C'est là aussi que Charlie Parker, dans l'orchestre du pianiste Jay McShann, un des principaux représentants de ce retour au blues, put travailler à un renouvellement formel annonciateur du bop. Donc vous voyez que le cri ici, la question dans le free jazz, va être, contrairement aux paroles qui n'avaient aucune signification forte dans le swing, ça va être la possibilité d'articuler une pensée. Du moins, l'enjeu est d'articuler à travers le cri une pensée, une expression, une politique.
Donc c'est notre trajet que je vous propose autour de cette formule de Spinoza. On ne sait pas ce que peut le corps, c'est de passer du cri comme appel au secours au cri comme pensée articulée. Alors, je vais partir d'un prologue. Un prologue sous forme de détour. Alors, certains vont être un petit peu peut-être désarçonnés par ce détour, mais on retombera sur nos pieds, j'espère. Il y a un livre qui est sorti récemment, de Jacques Derrida, c'est Jean-Luc Nancy aux éditions Galilée, qui ont réuni 2 conférences de Derrida dans lesquelles il évoque la question de sa judéité, ou pour reprendre sa formule, appartenance sans appartenance à la judéité ou au judaïsme. Et dans l'une de ces conférences, donc, il est question d'éthique et politique. Il évoque les actes de repentance publique concernant les crimes, alors aussi bien contre les Juifs, mais il évoque aussi la question du pardon entre Chinois et Japonais autour des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque aussi le président Clinton. Il évoque évidemment surtout l'extraordinaire commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, elle-même précédée par des institutions analogues, sinon identiques, au Chili, en Argentine, etc. Donc c'est le contexte. Dans ce contexte-là, je vais vous lire un passage. Ces événements n'ont, à ma connaissance, aucun antécédent dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des États ou des États-nations, qui se trouvent ainsi devoir comparaître, en quelque sorte, devant une instance supraétatique. Or, toutes ces scènes ont en commun un trait à la fois double et indivisible. D'une part, leur prémisse commune aura été la possibilité ouverte, après la Seconde Guerre mondiale, de reconnaître et de juger, devant une instance internationale, la violence nazie, et en elle, le projet d'extermination surnommé Holocauste, qui visait expressément et en premier lieu les Juifs, les Tziganes et les homosexuels. Alors, ce qui m'intéresse dans ce passage de Derrida, que je vous ai resitué dans son contexte, c'est 3 mots, qui visaient expressément et en premier lieu les Juifs, les Tziganes et les homosexuels. Alors, ce qui m'intéresse dans ces 3 mots, c'est l'omission d'un 4e. Une omission qui résonne comme un cri. Alors, cette omission, c'est celle des malades mentaux. Alors, c'est très intéressant, c'est remarquable. Cette omission est remarquable. Alors, je vais vous citer un autre texte, un livre qui s'appelle Qu'appelle-t-on Auschwitz ? Qu'appelle-t-on penser Auschwitz ? C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, c'est un texte que j'ai écrit. Et donc, je vous lis le début d'un chapitre. Concernant Hannah Arendt et concernant son livre Eichmann à Jérusalem, qui date de 1963. Les pages décisives de Hannah Arendt relatives à la question des chambres à gaz et des camps d'anéantissement, partant à la question de ce qui singularise Auschwitz, datent de 1963. Ces pages se trouvent au chapitre 6 de Eichmann à Jérusalem. Chapitre titré « La solution finale, le meurtre ». L'argument de Arendt, à la fois historiographique et théorique, est que l'invention des chambres à gaz par les nazis ne trouve pas son origine dans l'ordre de mise à mort systématique des Juifs polonais et russes donné en mars 1941, mais dans la politique d'euthanasie du Troisième Reich. C'est-à-dire dans une politique criminelle élaborée en temps de paix d'une part et contre le peuple allemand ou arien d'autre part. Et ensuite, je cite un long texte de Arendt, dont je vais vous prélever un extrait qui nous intéresse particulièrement. On installa les premières chambres à gaz en 1939. Ainsi était appliqué le décret de Hitler du 1er septembre 1939, selon lequel les incurables ont droit à une mort miséricordieuse. C'est sans doute cette origine médicale du gaz qui inspira au docteur Servatius la stupéfiante conviction,
selon laquelle la mise à mort par le gaz était un procédé médical. Mais l'idée était bien plus ancienne. Dès 1935, Hitler avait déclaré à Gerhard Wagner, chef médical du Reich, que si la guerre venait à éclater, il reprendrait et mettrait à exécution cette idée d'euthanasie, car c'était plus facile à faire en temps de guerre. Le décret visant les malades mentaux fut aussitôt appliqué et, entre décembre 1939 et août 1941, environ 50 000 Allemands furent exécutés à l'oxyde de carbone dans des chambres à gaz déguisées, comme elles le furent plus tard à Auschwitz, en salle de douche et en salle de bain. Donc, en premier lieu, Arendt appelait les usines de la mort, ce que Heidegger appelait la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz, a visé en premier lieu les malades mentaux. Or, c'est ce que Derrida omet. Il omet les malades mentaux. Et c'est d'autant plus remarquable, évidemment, que Derrida, si je peux dire en quelque sorte, son entrée en scène dans la scène intellectuelle, pas au sens péjoratif, française, c'est une conférence qu'il a faite en 1963, où il fait une critique de l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. C'est en quelque sorte sa critique de l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault qui donne à Derrida le statut qui sera le sien. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la polémique ou de la discussion très intéressante par ailleurs entre Derrida et Foucault sur la question de l'histoire de la folie à l'âge classique, mais je voudrais vous lire ce que dans un texte récent, Jacques Derrida, une introduction de Marc Goldschmidt, ce qu'il écrit au sujet de la critique que fait Derrida de l'histoire de la folie, donc de Foucault. Derrida fait en effet apparaître que le livre de Foucault est un geste cartésien pour le XXe siècle, au sens où il répète différemment le geste de Descartes. Descartes comme Foucault, Foucault comme Descartes, a presque tout le temps raison, et raison du malin génie. C'est une citation de Derrida. Autrement dit, si Foucault, à la différence de Descartes, n'objective pas la folie, mais tente de la laisser se dire elle-même, depuis son silence, il la raisonne pourtant, comme Descartes, en taisant la menace ineffaçable du malin génie. Alors, pour résumer rapidement Derrida, Foucault sur cette question de Descartes, donc Foucault, au début de son livre, évoque les méditations métaphysiques et il dit que, au fond, Descartes écarte très rapidement, dans la question de la construction du doute méthodique, il écarte très rapidement l'hypothèse de la folie comme étant une extravagance qui ne remet pas vraiment en cause la certitude sensible. Et pour Foucault, c'est quelque sorte le symptôme, première figure du départage classique entre la folie et la raison. Derrida, là-dessus, va dire que, en réalité, la question de la folie se poursuit à travers la question du rêve, puis l'hypothèse du malin génie. Mais au-delà, ce qui est en jeu, évidemment, c'est le reproche que fait Derrida, qui est souligné ici par Goldschmidt, en disant qu'au fond, Foucault réitère le geste cartésien, celui d'un arraisonnement de la folie par la rationalité classique. Cet arraisonnement-là, il a un sens fort, d'autant que chez Foucault lui-même, ce qu'a produit l'enfermement, la délimitation de ce qu'est la folie et l'enfermement, puisque, pour la thèse résumée, avant l'âge classique, une circulation de la folie dans la cité, de même que chez Montaigne, une circulation entre folie et déraison, et puis avec la coupure, pour introduire la rationalité à l'âge classique, la séparation va permettre l'enfermement
de ce qui va être identifié comme folie. Et cet enfermement, lorsqu'il évoque les textes de l'époque, là en l'occurrence un texte du 19e, qui décrit la situation des aliénés dans les hôpitaux psychiatriques, donc dans les asiles d'internement. Foucault cite un de ces textes: « Je les ai vus nus, couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se garantir de la froide humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. Je les ai vus grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau pour étancher leur soif, et des choses les plus nécessaires à la vie. Je les ai vus livrés à de véritables geôliers, abandonnés à leur brutale surveillance. Je les ai vus dans des réduits étroits, sales, infects, sans air, sans lumière, enfermés dans des antres où l'on craindrait de renfermer des bêtes féroces. » Donc l'arraisonnement de la folie, il a des conséquences humaines manifestes et d'une violence inouïe. Alors, à partir de là, je vais prendre un autre texte de Foucault pour que l'on avance vers Spinoza et sa position dans ce débat que j'ai retracé rapidement. Donc là, je lis encore un texte de Foucault de la folie, l'histoire de la folie. Le geste qui, en traçant l'espace de l'internement, lui a conféré son pouvoir de ségrégation et a désigné à la folie une nouvelle patrie, ce geste, pour cohérent et concerté qu'il soit, n'est pas simple. Il organise en une unité complexe une nouvelle sensibilité à la misère et au devoir de l'assistance, de nouvelles formes de réaction devant les problèmes économiques du chômage et de l'oisiveté, une nouvelle éthique du travail, et le rêve aussi d'une cité où l'obligation morale rejoindrait la loi civile sous les formes autoritaires de la contrainte. Obscurément, ces thèmes sont présents à la construction des cités de l'internement et à leur organisation. Ce sont eux qui donnent sens à ce rituel et qui expliquent en partie sur quel mode la folie fut perçue et vécue par l'âge classique. Une cité où l'obligation morale rejoindrait la loi civile sous les formes autoritaires de la contrainte. Alors c'est à cette lumière que je crois que je vous propose d'entendre maintenant certaines formulations de Spinoza dans le fameux Scoli de la proposition 2 du livre 3 de l'éthique. Et de fait, ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé. C'est-à-dire, l'expérience n'a appris à personne, alors je le lis dans la traduction de Potra, édition bilingue. Et de fait, ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé, c'est-à-dire, l'expérience n'a appris à personne jusqu'à présent ce que le corps peut faire par les seules lois de la nature en tant qu'on la considère seulement comme corporelle. Et ce qu'il ne peut faire à moins d'être déterminé par l'esprit. Personne ne peut dire que telle ou telle action, tel ou tel accomplissement, telle ou telle réalisation n'a pu l'être que parce que l'esprit commande au corps. Personne ne peut dire ça. Parce qu'on ne sait pas ce que peut le corps. Je prends un autre texte un peu plus loin. Comme c'est un long Scoli, je ne peux pas vous lire l'ensemble. Alors, sujet de ceux qui s'opposent à cette position de Spinoza,
mais ils vont dire que des seules lois de la nature, considérées seulement en tant que corporelles, il ne peut pas se faire que l'on puisse déduire les causes des édifices, des peintures et des choses de ce genre, qui se font par le seul art des hommes, et que le corps humain, à moins d'être déterminé et guidé par l'esprit, ne serait pas capable d'édifier un temple. À moins que le corps soit commandé par l'esprit, à moins qu'il n'y ait un imperium de l'esprit sur le corps, les hommes ne seraient pas capables d'édifier un temple, disent-ils. Et c'est ce avec quoi Spinoza n'est précisément pas d'accord. Or, l'édification d'un temple, sous la plume de Spinoza, sachant que c'était un fin connaisseur de la Bible, ce n'est pas anodin du tout, puisque la construction du temple, si vous lisez la Bible, c'est au fond ce qui symbolise la réalisation d'une société juste. Prétendre que ça n'est possible que si l'esprit a un imperium sur le corps, c'est ce que conteste radicalement Spinoza. Je vais maintenant vous lire la conclusion de ce Scoli. Donc, où il a établi que, après avoir établi que l'idée que l'esprit, la représentation sur laquelle l'esprit commanderait au corps, c'est une idée confuse, il conclut que si l'on ne veut pas être fou à ce point-là, il faut nécessairement accorder que ce décret de l'esprit, qu'on croit libre, ne se distingue pas de l'imagination ou mémoire elle-même, et n'est rien d'autre que l'affirmation qu'enveloppe nécessairement l'idée en tant qu'elle est idée. Et par suite, ces décrets de l'esprit naissent dans l'esprit avec la même nécessité que les idées des choses existant en acte. Ceux donc qui croient qu'ils parlent, ou se taisent, ou font quoi que ce soit par un libre décret de l'esprit, rêvent les yeux ouverts. Autrement dit, ce sont des fous. Comme j'ai fait une longue introduction, je m'autorise un raccourci. Mais ce qui préside à la construction, à l'organisation de l'enfermement, à l'arraisonnement, c'est une folie. Alors, c'est une manière d'introduire à la question de l'impérium. Question de cette remise en cause par Spinoza dans l'éthique, de la représentation selon laquelle l'esprit, il y a un impérium de l'esprit sur le corps. La question, une question importante, c'est, je pense, dans l'œuvre de Spinoza et l'œuvre politique, c'est de savoir est-ce que cette pensée, est-ce qu'il la tient jusque dans ses traités politiques. C'est, semble-t-il, un point de désaccord amical que j'ai avec Frédéric Lordon, c'est qu'il me semble que lui, justement, considère qu'il la tient, et que c'est ça la force des écrits politiques de Spinoza, alors que j'aurais tendance à dire qu'il y a un clivage dans l'œuvre de Spinoza entre son éthique et sa politique. Je dis j'aurais tendance parce que je pense que c'est une position qui est intéressante de tenir, ne serait-ce que pour qu'elle soit contredite, mais parce qu'étant contredite, elle obligera à convoquer des lectures encore plus intéressantes de Spinoza. Je voudrais vous développer maintenant ces pensées de Spinoza, ce Scoli,
dans un autre champ, poursuivre dans un autre champ, qui est celui, puisque je l'ai annoncé dans mon introduction, qui est celui du free jazz. Alors je vais vous lire ensemble certains passages de ce livre. On va commencer par une citation de Malcolm X. Et dans une telle atmosphère, mes frères, mes sœurs, vous seriez surpris par ce qui sort du cœur de l'homme noir. J'ai assisté à cela. J'ai vu des musiciens noirs qui improvisaient avec des musiciens blancs. Quelle différence! Le musicien blanc peut jouer s'il a quelques partitions devant lui. Il peut improviser à partir de quelque chose qu'il a entendu auparavant. Mais le musicien noir, lui, prend son instrument et souffle des sons auxquels il n'avait jamais pensé avant. Il improvise, il crée, et cela vient de l'intérieur. C'est son âme. C'est la musique de son âme. C'est en Amérique le seul domaine où l'homme noir a eu toute liberté de créer. Et il l'a maîtrisé. Il a montré qu'il peut s'élever avec quelque chose que personne n'avait jamais imaginé, si l'indépendance intellectuelle lui est donnée. Il peut développer une philosophie dont personne n'a encore entendu parler. Il peut inventer une société, un système social, un système économique, un système politique différent de tout ce qui existe ou a jamais existé sur Terre. Il improvisera, il apportera quelque chose qui viendra du fond de lui, et c'est ce que vous et moi nous voulons. Vous et moi, nous voulons créer une organisation qui nous donnera un pouvoir tel que nous pourrons nous asseoir et agir à notre gré. Une fois que nous pourrons nous asseoir et penser comme il nous plaît, parler comme il nous plaît et agir comme il nous plaît, nous montrerons aux gens ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît ne leur plaira pas toujours. Aussi, devez-vous être fort avant de pouvoir être vous-même. Comprenez-vous cela? Une fois que vous avez la force et que vous êtes vous-même, alors c'est parti. Vous créez une société nouvelle et construisez un paradis, ici même, sur Terre. Alors évidemment, dans ces textes de Malcolm X, il faut faire la part entre la tentative toujours de substantialiser l'homme noir, comme vous trouvez la tentative de substantialiser le juif ou de substantialiser la femme. Mais si on met ce travers de côté, l'articulation entre ce qui se joue dans l'apport, la nouveauté, la créativité des improvisations dans le jazz des musiciens noirs et la question politique est tout à fait percutante et intéressante. Le musicien blanc peut jouer s'il a quelques partitions devant lui, il peut improviser à partir de quelque chose qu'il a entendu auparavant. Mais le musicien noir, lui, prend son instrument et souffle des sons auxquels il n'avait jamais pensé avant. Dans leur préface, il y a un texte des auteurs qui est assez littéraire, un peu poétique, comme ça, sur le free jazz, et dont certaines formulations sont également très intéressantes. Disons que les improvisations musicales ne sont que la somme des accidents liés au parcours d'un ou de plusieurs corps dans des étendues et des durées réelles. Le corps de la musique, sa physique. Un autre passage. Aucun scénario, même boursier, même militaire, même disciplinaire, n'empêchera le corps des hommes de sortir du cadre des lois pour errer dans le réel. Improvisation comme réel qui fait échec au contrôle des corps, c'est-à-dire au vieux fantasme de toute puissance des pouvoirs. Et je vais vous lire deux autres textes qui sont également très éclairants, mis en rapport avec le Scoli de Spinoza et avec ce qu'on a vu auparavant. Il s'agit cette fois de Coltrane. C'est que Coltrane, formé pendant la période bop, l'improvisation bop n'est plus embellissement de la mélodie, mais exploitation de son canevas harmonique, devait d'abord s'affranchir des entraves harmoniques jugées libératrices dans les années 40 et 50.
Et s'il a exercé sur tous les musiciens, free et non free, de son temps une influence déterminante, il ne pouvait en revanche réaliser cette émancipation qu'en se mettant à son tour à l'école des jeunes pionniers du free, faisant subir à sa musique l'épreuve de l'improvisation collective, se plaçant en situation forcément équivoque, à la fois maître et étudiant. Tel le vieux Coleman Hawkins, participant aux premières séances d'enregistrement Bob, ou plus tard, jouant avec Thelonious Monk et Coltrane lui-même. Oui. Se plaçant en situation forcément équivoque, oui, l'épreuve de l'improvisation collective, et à la fois maître et étudiant. Et ensuite, un texte particulièrement intéressant sur les accords du free jazz. Ce besoin d'expression totale, immédiate, fidèle, qui amène le musicien free à bousculer règles et critères de l'académisme blanc et toute qualification, spécialisation professionnelle, est à l'origine d'une absolue révolution au sein de l'orchestre. L'abolition de la distinction section rythmique, section mélodique, de la hiérarchie instrument soliste, instrument d'accompagnement. Tous les musiciens, quel que soit leur instrument, peuvent désormais improviser. Par une sorte de démocratisation des rapports au sein de l'orchestre, piano, basse et batterie ne sont plus au service des trompettistes et des saxophonistes. L'improvisation sur les harmonies du thème n'ayant plus cours, le piano n'est plus un instrument de signalisation harmonique. De même, batterie et basse ne sont plus cantonnées à la formulation d'un tempo et d'un rythme explicite. Simplement, elles sont, au même titre que les autres instruments, des sources de son. Et je conclus par une citation de Coltrane. Je pense que la musique est un instrument. Elle peut créer des formes de pensée exemplaires qui changeront la pensée des gens. Alors, ce que je soutiens, ce que je propose de penser, c'est que ce sont ces textes-là, autour du free jazz, textes qui sont fidèles, qui déploient la pensée de Spinoza dans ce Scoli, parce qu'il remet en cause la représentation selon laquelle l'esprit commanderait le corps, que toutes les plus grandes œuvres, que les grandes œuvres de l'humanité ne sont possibles que sous la condition que l'esprit commande le corps, que si l'esprit ne commande pas le corps, on est dans la folie. Mais, donc, contre tout ça, la thèse de Spinoza, on ne sait pas ce que peut le corps, que c'est un cri, certes, si on ne comprend pas le free jazz, mais qu'évidemment, c'est une pensée, et c'est une pensée émancipatrice, aussi bien en art qu'en politique. Je vais tenter de dire que Coltrane était le dernier des spinozistes. Alors, puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, je vais maintenant aborder les choses qui fâchent. Enfin, oui et non. J'ai parlé donc, incidemment, on a parlé, si je reviens à juifs, tziganes, homosexuels et malades mentaux. Donc, tzigane, c'était une déviance par rapport à la norme sociale de la sédentarisation. L'homosexualité, c'est une déviance dans la représentation nazie, regard des normes sexuelles. Et malades mentaux, déviance, regard de la norme mentale. La question que je voudrais aborder maintenant, c'est la question de la femme. Et abordée en deux temps autour de Spinoza.
on ne sait pas ce que peut le corps. Vous savez que la représentation selon laquelle le masculin est du côté de la forme et le féminin est du côté de la matière traverse les âges. Représentation qui traverse les âges. Donc je vous cite un texte de Françoise Héritier, le tome 1 de Masculin-Féminin, la pensée de la différence, dans laquelle elle cite elle-même un texte de l'Encyclopædia Universalis, dans l'article Fécondation. Elle dit, on peut lire ce qui suit. La particularité des gamètes femelles est un régime métabolique particulier. Une fois différenciées, ces cellules vont témoigner d'une extraordinaire inaptitude à poursuivre leur développement. Elles entrent dans un état d'inertie physiologique tel qu'elles sont vouées à mourir si elles ne sont pas activées. C'est alors que se révèle la nécessité de la fécondation. Le gamète mâle assurera la fonction activatrice naturelle. Cette vertu séminale a été reconnue depuis la plus haute antiquité. Et pourtant, la puissance vitalisante de la semence mâle, ou du pollen, reste encore mal expliquée, alors qu'elle joue un rôle clé dans la reproduction sexuelle. Le commentaire de Françoise Héritier. On aura noté que le vocabulaire utilisé par les auteurs est le même que celui d'Aristote, et on ne niera point qu'il exprime des concepts mal définis qui renvoient à l'éternelle nature et à un fond populaire de croyance. La cellule féminine, matière inerte et inapte, doit être activée, sinon elle meurt, par la cellule mâle dotée de vertus séminales et d'une puissance vitalisante, dont la nature même n'est pas connue. Nous pourrions sans doute l'appeler pneuma. Alors, pneuma, c'est le grec, qui en latin donne spiritus ou mentes, l'esprit en tout cas. Alors, c'est une autre écoute de ce Scoli de Spinoza. Puisqu'évidemment, on peut s'attacher, comme Luce Iragaray, dans l'éthique de la différence sexuelle, à remettre en cause la métaphore elle-même. Ce n'est pas l'option de Spinoza. Je serais tenté de dire que une nouvelle écoute de cette remise en cause par Spinoza de l'idée selon laquelle l'esprit commande le corps, c'est une autre pensée qui s'ensuit des rapports entre hommes et femmes. Et c'est une autre pensée qui apparaît chez Spinoza dans l'éthique, toujours, dans un chapitre où il est question de l'amour. Pour ce qui touche au mariage, il est certain qu'il convient avec la raison si le désir d'unir les corps n'est pas engendré seulement par la forme, mais également par l'amour de procréer des enfants et de les éduquer sagement. Et si de plus l'amour de l'un et l'autre, j'entends de l'homme et de la femme, n'a pas pour seule cause la forme, mais surtout la liberté de l'âme. Évidemment, il y a une résonance de ce texte qui est assez inactuelle, intempestive au regard de les questions du mariage pour tous, etc., la représentation de l'amour comme étant un homme et une femme. Mais je crois que l'intérêt de ce texte, de Spinoza, ici dans l'éthique, c'est mais surtout la liberté de l'âme. C'est-à-dire que l'amour véritable suppose d'aimer la liberté intérieure de l'autre. Et il est très intéressant ici que l'autre soit la femme, précisément la femme. La liberté intérieure de la femme dans l'éthique. Alors, on ne sait pas ce que peut le corps, résonne à présent un peu aussi la formule de Freud, on ne sait pas ce que veut une femme. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que dans
le traité politique, qui est un traité de l'imperium. Est-ce que Spinoza tient ou est-ce qu'il cède? Alors, pour des raisons de convenance, comme j'ai déjà beaucoup de livres, je n'ai pas apporté la traduction avec un appareil de notes important et essentiel de notre ami. Je me suis coté de celle de Potra qui est l'avantage d'être fine. Mais évidemment, pour l'appareil de notes, celle des puffs est incontournable. Alors, le traité politique se conclut, vous savez, il ne se conclut pas, il est inachevé. Mais enfin, ça se termine sur la question du rapport entre l'homme et la femme. Le fait que la femme, on dit que la démocratie c'est l'impérium de tous, pas la femme. Pourquoi? Parce que si nous consultons l'expérience elle-même, nous verrons que cela naît de leur faiblesse. Et les derniers mots du traité politique inachevé voilà, nous n'aurons pas de mal à voir qu'il ne peut pas se faire sans grand dommage pour la paix que les hommes et les femmes gouvernent à égalité. Ce que je pense, c'est que cette conclusion de Spinoza, on peut la traiter de deux manières. Ou bien sur un mode mineur en considérant que c'est l'inscription située historiquement d'un préjugé. Et auquel cas, l'appareil conceptuel qui met en œuvre Spinoza dans le traité politique reste valide. C'est une lecture qui se tient. On peut considérer, traiter ce problème sur un mode plus majeur, et considérer que ce qui est en jeu, c'est précisément la question de l'imperium. Le retour d'une représentation qui est précisément celle exclue par le scolie de l'éthique. Le retour d'une représentation où il faut nécessairement un commandement de l'un sur la multitude. Voilà, je conclus sur cette question pour ouvrir peut-être vos questions. Merci beaucoup. J'ai été surtout frappé par le paradoxe que vous avez énoncé vers le milieu de l'exposé quand vous avez dit en gros deux thèses également inquiétantes. L'une que si on ne croit pas à la direction de l'esprit sur le corps, on est fou, quoi. Et puis l'autre, qui est celle de Spinoza, c'est qu'on est fou quand on y croit. Donc, oui, ça c'est vraiment un paradoxe tout à fait frappant, et vraiment merci pour avoir soulevé ce très, très, très fort paradoxe. Alors, bon, sur la question des femmes à la fin du traité politique, là vous avez un peu piqué peut-être l'assistance, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de défendre Spinoza quand même un petit peu, mais ça, je ne conçois pas l'histoire de la philosophie comme ça. Non, ce que j'aurais aimé poser comme première question, puis après évidemment je laisserai la parole au public, c'est comment justement par rapport au livre que j'ai lu de vous, alors je n'ai pas encore lu tout à fait le dernier, c'est cette question sur la folie, sur donc cet imperium dont on se demande si finalement il doit garder ou ne pas garder sa place, etc. Cette question du cri, vous avez développé cette question de la musique comme instrument, etc. Comment ça s'articule avec votre démarche générale, telle que j'ai pu lire là-dedans? Parce qu'on a l'impression que vous avez entamé presque une sorte de nouvelle question, ou alors comment ça s'articule avec votre système général tel qu'on peut le lire jusqu'à maintenant? Ça s'articule de la manière suivante. Je vais synthétiser. Hein.
Mais c'est que dans le manteau de Spinoza, j'aborde des choses sous un angle qui est l'opposition de Spinoza à Maïmonide. Qui apparaît dans le chapitre 5 du traité théologico-politique, dans lequel il y a un texte de loi de la codification de Maïmonide. Alors, Maïmonide, en 1180, codifie le Talmud. Le Talmud qui est un texte dialectique, contradictoire, multiple. Il est codifié par Maïmonide en 1180. Et donc la codification produit un tout autre texte, puisque cette fois c'est un texte construit, figé, oui, et univoque, qui énonce des règles, des commandements, pourrait-on dire. Et cette opposition de Spinoza à Maïmonide c'est le seul texte de loi juive que cite Spinoza, et c'est un peu à ce moment-là qu'on peut situer l'argument de sa rupture avec la synagogue. Si vous voulez. Alors ce qui m'a intéressé moi, c'est de montrer que ce Spinoza-là, c'est celui justement qui va opposer. Alors peut-être je vous dis de quoi il s'agit quand même. C'est que dit le texte de Maïmonide en l'occurrence. Il dit que, je résume, je ne rentre pas le citer, mais il dit que pour accéder au monde à venir, quiconque, juif ou non juif, peuvent accéder au monde à venir, donc être des gens pieux ou justes, peu importe, sous condition qu'ils agissent bien par obéissance à une prophétie, à une transcendance, et non pas guidés par leur propre raison. Et la violence Spinoza attrape, parce que pour lui, justement, sa thèse, c'est que, au contraire, la justice véritable, c'est d'agir conduit par la connaissance ou par la raison. Et que donc ici se joue un rapport, une opposition entre d'un côté la figure de l'obéissance et puis celle de ce que Spinoza appelle la liberté, puisque selon lui la liberté c'est d'être conduit par la raison. Et dans le manteau de Spinoza, ce que j'ai montré, c'est que évidemment si on revient à ce qu'est le Talmud par différence avec la codification, alors, en quelque sorte, que la position de Spinoza est en continuité avec le Talmud et en rupture avec la codification. Je le prolonge dans le second tome en montrant que chez Maïmonide lui-même, il y a un clivage entre le guide des égarés et la codification, et un clivage qui, à mes yeux, pourrait être un clivage dont hériterait Spinoza si on maintient la thèse qu'il y aurait un clivage dans l'œuvre de Spinoza entre traité politique et l'éthique. Et que, puisque vous m'y invitez, je comptais parler de Machiavel aussi, puisque vous savez qu'aussi c'est une des grandes questions qu'il y a dans l'œuvre de Machiavel. Puisqu'il y a des textes, le Prince paraît être par excellence un texte sur le pouvoir de commander, et l'apologie de ce pouvoir-là, et qu'il y a d'autres textes de Machiavel, où au contraire, il paraît être, comme dit Spinoza dans le traité politique, un partisan de la liberté. Donc en tout cas, je fais un peu un long détour, mais pour répondre à votre question, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce rapport entre une représentation qui vise à dire qu'il ne peut y avoir de grandes réalisations collectives ou singulières que sous la figure d'un commandement ou d'une obéissance, ou, dans le texte de Foucault, l'idée d'une cité où l'obligation morale rejoindrait la loi civile sous la forme de la contrainte, un appareil coercitif, donc en opposé avec l'idée que justement ce qui se réalise de grand, que ce soit, alors j'ai pris l'exemple de Fridjaz, mais aussi cette formule de Spinoza qui évoque la construction d'un temple en disant on ne sait pas ce que peut le corps et qu'il n'y a pas besoin de se représenter la figure d'un commandement ou d'un empire de l'esprit sur le corps pour penser ces réalisations-là. Donc c'est cette problématique-là qui m'intéresse et que j'ai abordé ce soir de manière dans un autre champ. Et c'est un peu ça les points communs. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parfait, tout à fait. Alors maintenant, je vais faire un peu le distributeur de la parole parce que vous êtes bien. Donc, Frédéric Lordon, qui est donc présent, merci d'être venu déjà. Donc Frédéric Lordon, je vous dis deux
banquier vivant qu'on parle. Écoute, Yvon, merci beaucoup pour ce très bel exposé. Moi, j'en aurais volontiers repris pour une heure de plus pour qu'on rentre dans l'épaisseur de la discussion sur l'Imperium tel que tu la développes dans ton dernier ouvrage. Mais à partir de ce que tu as dit, je voulais faire d'abord un petit commentaire, puis surtout te poser une question. Un petit commentaire, c'est sur ta métaphore du free jazz. Par parenthèse, tu sais que tu trouverais à qui parler en cette matière avec Yves Citon, qui est un fanat de free jazz, qui est un immense connaisseur de la chose, et à mon avis, vous auriez plus d'un point en commun. Je me disais cependant qu'il n'est pas nécessaire, enfin évidemment ça fonctionne totalement, mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au free jazz ou jusqu'à John Coltrane pour avoir une illustration des droits de Scully, qu'on peut trouver en n'importe quel débutant qui annonce ses gammes sur un piano en enchaînant les couacs. Je pense à une scène de cinéma qui est, je crois que c'est dans Deux battes, mon cœur s'est arrêté, où le personnage joué par Romain Duris prend des cours de piano et il n'y arrive pas, il s'énerve, il tape sur le piano, etc. Et ça me semble être une scène typiquement spinoziste, c'est-à-dire c'est la scène qui représente un individu qui se croit à tort cartésien, c'est-à-dire qui croit que son esprit a le pouvoir de commander à son corps les gestes adéquats et qui découvre qu'il n'en est rien. Et ce n'est pas une question de se concentrer très fort en imaginant que son esprit va mieux transmettre la commande, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'incorporation d'une habitude concaténatrice. Et ça, évidemment, c'est un processus qui est entièrement interne à l'ordre du corps. En effet, ça, c'est vraiment la leçon des titres de Scully. Et qu'on retrouverait à l'identique sur bien faire un geste au tennis, convenablement négocier la porte au slalom, jongler adéquatement. Ces apprentissages-là sont des incorporations de chaînes concaténatoires. Alors, la question, je dois te dire que je n'ai pas bien compris le cœur de l'argument que tu as développé là. C'est-à-dire qu'à la fin de ton propos, tu as dit est-ce que Spinoza tient ou est-ce qu'il cède sur cette question de l'imperium? Et tu as parlé du chapitre 11 du traité politique et de cette fin en queue de poisson, et qui plus est sur la question des femmes en politique, qui laisse évidemment tout le monde passablement déconcerté. Alors tu sais qu'il y a une troisième solution, qui est celle d'Alexandre Matron, qui avec sa virtuosité habituelle essaye de réintégrer dans la logique même du système ce truc-là que tout le monde trouve complètement à côté de la plaque, indéfendable, etc. Moi, personnellement, je suis partisan de la première lecture, celle que tu as écartée, et j'en suis partisan, je vois bien dire, pour des arguments qui ne sont pas reluisants, c'est-à-dire qui sont plus psychologiques qu'intellectuels. Si tu veux, en deux mots, moi, ça me plaît que Spinoza ait commis cette terrible boulette, parce que je le tiens pour une boulette, parce que je trouve ça libérateur, tu vois. Ça aide à être moins prisonnier d'une figure tutélaire intellectuelle absolument écrasante à laquelle on peut être porté à se remettre en tout. Voilà, donc Spinoza a merdé là-dessus. Voilà, moi, ça serait ça, si tu veux ma lecture, et j'en suis assez content. Tu vois, je respire un peu. Mais le cœur de ma question est le suivant. Tu dis donc qu'il y a une fracture dans la pensée de Spinoza sur l'imperium. Tu dis ce que Spinoza tient dans Éthique 3 de Scully, il le lâche dans le traité politique. Mais je me demande si... Voilà, mon sentiment, c'est que tu te laisses abuser par une continuité nominale dont tu fais une continuité problématique. C'est-à-dire que pour moi, la problématique de l'imperium dans Éthique 3 de Scully n'a rien à voir avec celle du traité politique. Je n'éprouve pas le besoin, mais peut-être tu vas me convaincre qu'il faut faire au contraire. Je n'éprouve pas le besoin de mettre ces deux problématiques de l'imperium en connexion l'une avec l'autre pour être conduit à juger si l'ensemble qu'elle forme est contradictoire ou non contradictoire. C'est une chose, l'imperium qui est évoqué dans Éthique 3 de Scully, c'est une chose très particulière. C'est un imperium très particulier, qui est celui de l'esprit sur le corps, comme tu l'as dit. Mais l'imperium politique dont il est question dans le traité est d'une toute autre nature. C'est-à-dire qu'il n'a en partage avec le précédent que le mot imperium. Et à la limite, même, on pourrait dire que l'imperium qui est en cause dans Éthique 3 de Scully est un imperium, enfin qui est critiqué par Spinoza, serait un imperium interattributif, et ça, évidemment, Spinoza ne peut pas l'admettre. Mais l'imperium dont il est question dans le traité politique, c'est finalement l'imperium de certains corps sur certains autres corps.
et donc d'une toute autre nature. C'est une question d'impérium intra-attributif. Et c'est pour ça que tu vois les accoler comme ça, les deux, pour juger de leur caractère contradictoire ou non contradictoire, m'a posé un problème en t'entendant. Bon, évidemment, deux choses. D'une part, j'ai conclu en disant qu'il y avait un mode mineur, un mode majeur pour envisager cette fin en queue de poisson de Spinoza. Et donc, je ne souhaite absolument pas figer les choses. Je souhaite davantage poser la question. Si c'est vrai que moi, sur mon dernier ouvrage, là, j'ai pris la position du clivage, mais peut-être que chez moi, je le dis qu'elle peut être surdéterminée par ma propre lecture de Maïmonide, c'est encore un autre problème. Évidemment, la question au fond, c'est dire que que c'est le même mot, mais qui ne joue pas sur tellement pas dans le même registre que la problématique n'est pas la même. C'est pas l'argument le meilleur que tu as, me semble-t-il. Parce que il me semble que la question, surtout en répondant précédemment à votre question, je crois que vraiment l'enjeu est tout de même très clairement la question de savoir si la figure du commandement détermine la pensée politique. Maintenant, ce que je pense, moi, en lisant tes textes, tes arguments forts, je dirais notamment, là, je pense à Capitalisme, désir et servitude, il y a un passage, je vais noter. Voilà. Là où ton argument me paraît fort, dans ton livre, c'est que tu vas tenir l'unité de l'œuvre de Spinoza, à la fois éthique et politique, sur la question que je viens d'évoquer. Alors, je lis un passage de ton livre sur le capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, sur la question de l'immanence, par différence avec la transcendance. Spinoza étant un penseur de l'immanence, alors en quel sens? Donc, Spinoza tient l'immanence jusqu'au bout. Or, l'immanence intégrale exige qu'il n'y ait pas de réserve, que l'acte coïncide toujours pleinement avec la puissance, donc c'est Spinoza contre Aristote, que l'acte coïncide toujours pleinement avec la puissance, sauf à ce que l'écart de l'inaccompli prenne inévitablement la teneur du défaut, du manque, du vice. Ça aussi, c'est la critique de Spinoza contre les mythologies religieuses, de la faute originelle, de la culpabilité, etc. Et face, à contrario, ressurgir la figure de la norme, c'est-à-dire en définitive de la transcendance, qui reconduit immanquablement au Dieu roi avec lequel Spinoza veut rompre absolument. Donc ça, c'est la lecture sur laquelle nous sommes, je dirais que dans les visées de ce qui nous intéresse, dans ce que nous disons, je me sens complètement en accord avec ta démarche. La question, c'est que donc, toi, tu tiens que cette idée-là, elle fait la force politique également de Spinoza. Tu tiendrais que donc dans les trois figure de l'impérium, monarchie, aristocratie, démocratie, on tend vers la démocratie où la multitude retrouve finalement son impérium comme immanence de la multitude, qui est aussi la lecture de Potra, et tu tiens ça de manière très cohérente. Donc, c'est sûr, je dirais que la force de ta lecture, elle est là. Je dirais donc que tu tiendrais qu'au fond, il y aurait ce moment où, aussi dans mon langage, où on n'est pas justement dans la fidélité de Spinoza dans la politique, sa fidélité au scoli de l'éthique, c'est que dans la démocratie, on n'est pas dans la figure d'un commandement de l'un sur la multitude, mais au fond, on est dans l'impérium devient en quelque sorte la puissance d'agir émancipée, délivrée de la multitude dans son immanence. Et que donc il y aurait à l'intérieur de cette continuité de l'impérium justement ce passage presque au fond de ce que j'évoquais à travers les textes du free jazz, quoi. Donc ça c'est, donc moi j'entends vraiment que cette lecture-là, que je pense serait aussi la vôtre, je l'entends tout à fait, d'autant que encore une fois
les visées me semblent être tout à fait les mêmes et que donc ce sont des contradictions entre nous que je dirais internes au peuple, en quelque sorte. Maintenant, je voudrais revenir sur la première partie de ta question pour peut-être les exemples que tu as donnés sont certainement justes, mais comment dire, je leur reproche d'écraser un petit peu le relief. Alors je vais te proposer un exemple aussi très commun, ce ne sera pas du Frijaz, mais qui moi me parle beaucoup. Alors vous allez voir, il me parle beaucoup pour des raisons biographiques, mais j'espère quand même pouvoir l'universaliser. Voilà, moi je me suis marié avec une Israélienne, nous sommes depuis divorcés, mais nous avons un enfant. Moi j'ai vécu presque pas loin de 10 ans en Israël, j'ai beaucoup étudié l'hébreu, la Bible, le Talmud, et j'ai vécu là-bas, donc j'ai quand même certaines pratiques de l'hébreu, bon, ce qui vaut ce que ça vaut. Et donc j'ai un fils qui a 5 ans, qui a 4 ans, et à l'âge de 4 ans déjà, lui il est né en Israël, et l'hébreu c'est sa langue maternelle, et j'étais frappé des fois à l'âge de 4 ans de lui demander... il y a des questions de pluriel en hébreu, un mot singulier, pluriel, je sais pas. C'est quoi le pluriel de tel mot? Alors il me disait. Et donc j'étais dans la situation où il parle l'hébreu mieux que moi. Il a 4 ans. Il parle mieux que moi. Il n'a rien à faire. Et alors c'est très commun ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'évidemment, pourquoi il parle mieux que moi? Bon, je dirais que lui, la langue maternelle, c'est la langue sans laquelle, qui est celle qui permet d'entrer en relation avec l'autre. Et que ce désir d'entrer en relation, c'est ce dont les potentialités sont inouïes. Et que tout l'appareil réactionnaire, c'est toujours de brider ce désir d'entrer en relation. Et que on ne sait pas ce que peut le corps, chez Spinoza, c'est cet optimisme absolu dans les potentialités de l'humanité. Mais bon, c'est une anecdote personnelle, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais voilà. Enfin bon, c'est pas contradictoire avec ce que... Frédéric peut peut-être répondre. Non, je crois que la discussion. Non, mais si c'est un échange entre deux personnes, autant qu'on rentre à la maison. Allez-y. J'espère que je ne vous ai pas abruti. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'oubli de Derrida. Pourquoi il a oublié les malades mentaux? Est-ce qu'il l'a fait exprès? Ou est-ce que c'était pour eux, ça n'existe pas ou... Je vais vous dire, certainement je ne vais pas vous dire pourquoi il a oublié, je ne sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que, moi c'est toujours intéressant parce que, qu'est-ce qui a été là? Alors je ne développe un peu parce que vous lancez là-dessus. La réponse de Foucault à Derrida, en gros, ça a été de dire, mais attends, je le dis, il n'a pas dit comme ça, mais c'est dire, attends, je fais un livre de 600 pages, toute une recherche, et toi tu m'attrapes sur 10 lignes, ou je sais pas, une page de mon livre, sur Descartes, qui évidemment, l'air de, même si Derrida a beaucoup de reconnaissance, mais enfin quand même, il va le démonter, et que c'est la question de savoir comment on peut traiter, est-ce que c'est le traitement d'un lapsus qui est révélateur de l'ensemble. C'était ça, et Foucault est évidemment assez furieux. Et que ce qui est très frappant, donc, c'est que Derrida lui-même, ensuite, fasse cette omission. Alors, il est évident que mon propos n'est pas de dire que ça remette en cause le fait que Derrida aurait été tout à fait d'accord
évidemment, pour dire que c'est une émission et une émission très malheureuse. Cela dit, la question de savoir quelle interprétation on peut faire de cette omission de Derrida, moi je serais tenté de dire que c'est un lapsus au sens où au fond, je dirais que c'est ce que Derrida n'a jamais cessé de penser, c'est ce point-là. Derrida, il n'avait rien à dire sur le judaïsme, il n'avait pas grand-chose à dire sur les tziganes en monde libre, un petit peu sur les homosexuels peut-être, mais ce qu'il avait surtout à dire, c'est sur la déconstruction de la rationalité. Et donc, c'est un peu un point d'abîme. Donc je dirais plutôt, je pense, que cette émission, elle signale au fond que c'était vraiment ce qui le travaillait le plus, quoi. Bon, c'est ce que je pense, mais c'est... Parce que ça a quand même une signification importante. Ben, c'est toute la pardon. Mais donc dans les textes de Derrida, je pense que c'est un des penseurs dans lequel on est vraiment le plus aux frontières de la folie, quoi. Parce que toujours chez Derrida, enfin je sais pas, quand je dis les textes de Derrida, moi personnellement j'ai toujours c'est pratique de lecture, Derrida, moi je passe beaucoup de pages, quoi, ouais, puis on s'arrête sur une page lumineuse. C'est-à-dire, mais sinon il faut... Parce qu'il y a n'a pas peur de se perdre. Moi c'est ce que je ressens. Et donc, en tout cas, je dirais que c'était cette omission, elle est le signe de ce qu'il n'a pas cessé de penser, lui. Ouais. Je sais pas, il y a... Oui, je vois presque envie de dire quelque chose. Là. Oui. Derrida, il a quelque chose. Il y a beaucoup de rapports entre Derrida et Spinoza. C'est-à-dire peut-être pas par hasard que vous en parlez, parce que ils ont tous les deux quelque chose du Maran. Et d'ailleurs, Spinoza, c'est le Maran par excellence. Et Derrida lui-même s'était qualifié de Maran. Et puis ils ont quand même comme ennemi commun précisément Descartes, au sens où Descartes représente l'idée d'un commandement de l'esprit sur le corps, et par conséquent, exactement ce que vous essayez de remettre en question. Et donc, dans la critique que fait Derrida de Foucault, il a l'air de dire mais non, Descartes n'est pas tellement que ça, tellement que vous le croyez, celui qui a séparé les choses, celui qui a exclu les fous. Il a bien dit, mais quoi, ce sont des fous, mais c'était dans une hypothèse, c'était un raisonnement qui était pas hyperbolique. Il n'a certainement pas voulu exclure les fous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Derrida, dans ce texte-là, est en train de dire, non, les fous, les malades mentaux ne sont pas tant exclus que vous le croyez. Et le lapsus dans la phrase a un peu la même signification, c'est-à-dire attention à ne pas voir de l'exclusion, un peu nécessairement, si les choses sont plus compliquées, on faire des choses comme ça. Il y a quelque chose un peu... C'est vrai, vous avez raison. Et dans le même texte, juste un peu précédemment, il évoque la question du vivre ensemble. Et effectivement, il y a un passage qui nous ramenait à la question de Spinoza, à la question que nous avons eue. Donc, sur la question du bien vivre ensemble, donc, où il évoque la paix du cœur, l'amour, la fiance, l'accord ou la concorde excède le contrat garanti par le droit ou la législation d'État, ce qui est en excès sur le contrat.
Dès lors, si quelque éthique du vivre ensemble paraît ainsi impliquée dans l'usage idiomatique que je me contente pour l'instant d'analyser, elle suppose l'accord par-delà toute condition statutaire, non pas forcément en contradiction avec elle, mais par-delà et à travers la normalité du lien juridique, politique, étatique, entre deux ou plus d'un ou d'une, qui ne sont pas seulement des époux, des concitoyens, des compatriotes, des congénères ou des co-religionnaires, mais restent des étrangers, des autres et radicalement autres. La paix du vivre ensemble excède donc le droit, voire le politique, en tout cas le politique déterminé par l'étatique, par la souveraineté de l'État. Ce vivre ensemble, là même où il est irréductible aux liens statutaires ou institutionnels, juridiques, politiques, étatiques, ouvre une autre dimension à la même nécessité. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'autre, de l'étranger, d'une hospitalité au tout autre qui déborde la convention statutaire. Voilà, le bien du bien vivre ensemble suppose l'interruption du rapport naturel autant que conventionnel. Alors, c'est un passage dans lequel, et dans ce qui précède et ce qui suit, Derrida parle de la question de la génialité en repoussant à la fois la question de la communauté substantielle et à la fois ce qui serait simplement réglé par des conventions juridiques, la question du droit, du contrat, etc. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint aussi des thèmes chez Spinoza, et notamment la question figure du contrat chez Spinoza, comment justement c'est un chêne qui va faire en quelque sorte exploser. Et c'est d'autant plus intéressant chez Spinoza que bon, il y a la lecture de Carl Schmitt qui reproche qui fait une lecture de Spinoza qui devient en quelque sorte un peu justement le philosophe des libertés individuelles et au fond du libéralisme bourgeois, alors que Schmitt va être davantage du côté de la communauté substantielle. Alors qu'en fait, évidemment, Spinoza va au-delà. Son point, c'est justement de penser, s'il pense l'éthique dans le politique, c'est au-delà de ce qui va être simplement la question des conventions, des contractualités, etc. Et en ce sens-là, puisque vous parliez des incointances entre Derrida et Spinoza, finalement, la recherche chez Derrida d'une éthique de bien vivre ensemble au-delà de ces textes-là a une dimension spinoziste. Mais à mon sens, à moi, mais avec les limites aussi de mes lectures de Derrida, qui n'est pas un auteur que je connais particulièrement bien, j'ai le sentiment que chez Spinoza, la force, la densité conceptuelle, donc la force révolutionnaire chez Spinoza, est autrement plus forte que chez Derrida, du fait justement de sa radicalité rationaliste. Et que c'est donc à l'intérieur du rationalisme qu'il élabore ces concepts. Alors que chez Derrida, j'ai le sentiment que c'est moins clair et distinct. Bon, mais c'est peut-être parce que je reste encore cartésien, cette question. Charcuter un petit peu, je vais poser des questions. Vous n'allez pas laisser partir sans quand même. Alors moi, je vais vous dire deux, trois. Si j'entends qu'il y a une question, je vais vous parler d'une ou deux choses. Oui, c'est la question de Spinoza. J'ai vu que Pierre-François Moreau allait parler de qu'est-ce que la révélation. Qu'est-ce qu'une révélation? Non, je vous indique comme ça un passage aussi. Vous me demandez quel rapport avec. Alors, le manteau de Spinoza est sous-titré Pour une éthique hors la loi. Et sachez tout de même, je vous l'indique, voilà, Pour une éthique, c'est le titre d'une trilogie écrite par Jean Zaclade. 1979, début des années 80, 3 tomes.
et qu'il y a dans le courant d'une certaine intellectualité juive française, je crois, une division très intéressante qui se joue autour de Spinoza, entre ceux justement qui se revendiquent de l'héritage de Spinoza et ceux qui vont le considérer comme un traître. Et que ce partage-là, il est intéressant de savoir qu'il se joue autour de Spinoza. En tout cas, au moins comme figure symbolique, si vous voulez, voilà, dans le titre de Jean-Jacques Lade, pour une éthique, il y a en écho, évidemment, l'éthique de Spinoza. Et que c'est une division qui va se jouer aussi sur la question de savoir qu'est-ce qu'une révélation. Qu'est-ce qu'une révélation? Et donc, c'est pour ça que je cite au début du contenu de Spinoza la préface de Claude Birman, qui était l'élève de Zaclade, et qui faisait une préface au Guide des Égarés, dans laquelle, pour résumer les choses simplement, il y a d'un côté ceux qui vont penser la révélation en termes de dévoilement d'une transcendance, justement sous la forme du commandement, et puis une autre pensée de la révélation qui en quelque sorte considère que c'est pas du le terme de révélation va être gardé, mais en ayant une toute autre signification, puisque je vais juste retrouver la citation de l'année. Voilà, je vous cite le texte de Clément que je ramène. Il dit: le Dieu d'Israël est défini comme celui qui fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qui libère de l'oppression, délivre de la servitude. Le nom de 4 lettres est celui du Dieu des libérations, non pas accessoirement à la manière d'une qualité parmi d'autres, mais essentiellement. Un tel Dieu est incompatible avec tout autre, dans la mesure où le sens dernier de la création est la liberté absolue. Et le rôle de la révélation est d'instruire les processus de libération afin de discerner, dans le cours du monde, à bon escient ce qui en relève. Vous voyez, c'est texte, une préface au Guide des Égarés d'un élève de Zaclade, et ce sont des pensées qui est tout à fait dans la continuité, dans l'esprit de ce qu'est l'œuvre de Spinoza pour Frédéric Lormont, par exemple, et d'autres. Et donc c'est intéressant simplement, voilà, c'est aussi un des enjeux sur Spinoza. Puisqu'on parle de votre livre, là, justement, j'en profite parce que peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas lu. Enfin, je trouve que ça serait intéressant de vous entendre un peu en général sur la question que j'aurais envie de vous poser maintenant. Il faut savoir qu'Yvan Segret applique, enfin, c'est pas vraiment applique, enfin, utilise, pratique une grille d'interprétation. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus riche, hein, je synthétise énormément, mais quand même, vous employez assez souvent comme une opposition qui serait pertinente, une lecture bourgeoise et une lecture ouvrière de Spinoza, enfin, de la proposition juive, mais plus généralement. Et ça, quand même, pour quelqu'un qui lit, qui vous lit, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous ne pourriez pas en dire quelques mots là, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant de voir réapparaître cette espèce de dichotomie que vous assumez avec beaucoup de force. Parce que je pense que ça intéresserait Bon, alors, cette dichotomie, évidemment, elle joue sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était de montrer qu'au fond, que le judaïsme est divisé. Ce sont une division fondamentale. Ce sont une division dans le judaïsme. C'est ce dont j'ai parlé un peu juste avant, entre deux approches de la révélation. Et que cette division, pour la nommer, j'ai choisi d'évoquer d'un côté ce que j'appelle les théoriciens bourgeois du non-juif et de l'autre ceux que j'appelle les théoriciens ouvriers du non-juif. Et que ce choix, il est évidemment, d'une part, à un premier niveau, c'est une provocation. C'est également une manière d'affirmer une continuité avec
une pensée, une tradition qui a malgré tout, une tradition qui a pensé que, au fond, l'un des enjeux de la pensée de la pratique, c'est la question de savoir si on pourrait dire les choses comme ça, au fond. Qu'est-ce qu'un bourgeois et qu'est-ce qu'un ouvrier au sens où je l'entends? Le terme bourgeois et ouvrier, évidemment, ça charrie toute cette histoire, mais si je me demande, au fond, vas-y maintenant, en 2 mots, comment est-ce que tu définis un théoricien ouvrier, un théoricien bourgeois? Que ce soit du judaïsme, du christianisme, de l'islam, du jazz, de ce que vous voulez. Je dirais que pour un bourgeois, dès lors que l'organisation de la production, son efficacité justifie qu'il y ait des maîtres et des esclaves. Des gens qui commandent, des gens qui obéissent. De manière à ce que la collectivité soit organisée le mieux possible, et un des enjeux de ce que je veux dire ce mieux, c'est notamment la question de la production. Alors que le théoricien ouvrier soutiendrait d'une part qu'il n'est jamais légitime qu'il y ait des maîtres et des esclaves, et il soutiendra également, ça aussi c'est un des grands enseignements chez Spinoza, que justement que lorsque l'immanence égalitaire lorsque règne l'immanence égalitaire, alors la puissance d'agir de la collectivité est décuplée. Alors, si on me demandait maintenant, mais bon, ouvrier, c'est aussi, en bien sûr, de quoi la tradition marxiste, mais on pourrait discuter prolétaire, communiste, il pourrait y avoir d'autres mots qu'ouvrier pour dire ça. Ouvrier, ce qui m'intéresse moi, dans le mot, au-delà de ce c'est la question d'œuvre. Et notamment parce que, au fond, dans les premiers textes, ce qui m'intéresse aussi dans la Bible, c'est la question de... Ce qui m'intéresse dans la Bible, c'est un des premiers textes historiquement qui selon moi, dans la trame, la matrice, est la question justement de ce que j'appelle le théoricien ouvrier. Alors, de part dans le mot ouvrier, dans le fait que l'homme est créé pour poursuivre l'œuvre de la création. Et d'autre part aussi parce que, puisque vous m'y invitez, parce que le récit de la création de l'homme dans la Bible, il est immédiatement en prise avec la tradition de ce qu'on appelle en prise avec la figure du théoricien ouvrier tel que je la définis. Alors pourquoi vous dire ça en quelques mots? Parce que c'est un petit peu ça aussi votre question. Je manipule d'un côté des mots comme ouvrier bourgeois, de l'autre je parle aussi du Talmud, de la tradition biblique, donc est-ce que tout ça forme un tout cohérent ou est-ce que c'est du jonglage? Alors la cohérence, voilà, je vous donne un élément de réflexion, c'est que si vous prenez les premiers tout début de la Bible, de la création de l'homme, ce sont des textes qui sont en constant regard avec les textes, les mythologies qui précèdent. Et dans mon langage, on peut aussi bien appeler ça la Bible un mythe. Hein, tout ça, je parle de textes qui ont été écrits historiquement par des hommes, ou des processus d'écriture, etc. Les textes qui précèdent sont les textes, notamment les mythologies babyloniennes, paléo-babyloniennes.
la création de l'homme, alors il y a beaucoup d'emprunts de l'une à l'autre qui fait qu'il est évident que les rédacteurs de la Bible étaient des lecteurs et avaient connaissance de ces textes-là qui circulaient pendant le millénaire qui précède. Donc ça, ces correspondances, elles sont suffisamment éclatantes pour que ça soit clair pour tout le monde. Bon, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir. Et donc, alors, qu'est-ce que la création de l'homme dans les mythes paléo-babyloniens? C'est très intéressant, c'est que vous avez des dieux qui vivent. Il n'y a pas d'hommes, il y a des dieux qui vivent, qui mangent, qui boivent, qui font la fête. Et tout ça. Et parmi les dieux, il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et un jour, ceux qui ne travaillent pas se révoltent. Ils se révoltent. Donc c'est la pagaille. Et donc là, ils vont régler le problème, c'est on va créer l'homme qui lui travaillera pour les dieux. Voilà. Alors vous pensez bien que ce mythe-là, par ses représentations, il véhicule une certaine représentation hiérarchisée de la société qui était celle de la société des empires paléo-babyloniens. Bon. Il y avait les maîtres, puis il y avait les esclaves qui travaillaient pour nourrir les maîtres. Bon. Si vous avez bien à l'esprit que les rédacteurs du texte biblique font sans cesse des emprunts à ces textes-là et qu'ils vont chercher à produire en quelque sorte un contre-mythe, la première signification du monothéisme, elle prend une toute autre signification. Parce que le Dieu de la Bible, il n'a pas besoin de manger de tout ça, il n'a pas du tout besoin de tout ça. Aucun besoin matériel. Par contre, il a un problème, il est tout seul. Il est tout seul. Donc, il crée l'homme, il crée homme et femme pour entrer en relation. Et que, au fond, c'est ça la différence de principe fondamental. Est-ce que les orientations qui sont déterminantes, c'est celle d'esclaves ou de travailleurs qui travaillent sur la subsistance des maîtres, ou est-ce que le sens de l'humain, justement, c'est de rentrer en relation? Et d'entrer en relation supposant, exigeant, qu'on ne soit pas dans un rapport de soumission à un maître. Et que donc, c'est en ce sens-là que j'aurais inscrit la question du théoricien ouvrier jusque dans ces textes-là. Alors, je vais vous poser une question. En fait, comment dire? D'abord, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'aurais 1000 choses à dire en réalité. Mais donc, je me contente de 2 choses. D'abord, en fait, par rapport même à ce que vous venez de dire, et par rapport à cette idée de clivage que vous avez évoquée, que vous voulez maintenir, enfin en tout cas, vous voulez soutenir l'idée qu'il y a un clivage entre le pratique d'un côté et le TP, enfin le traité politique, de l'autre côté. Donc, on a l'impression que, enfin peut-être vous allez me dire que c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, tant mieux, mais on a l'impression, moi je me permets à croire que d'un côté, on peut imaginer que l'éthique, ça serait une sorte objet de pratique privilégié d'un théoricien ouvrier, et de l'autre côté, le TP serait, l'objet, la pratique, l'objet d'une pratique privilégiée par un théoricien bourgeois. Parce que dans le TP, sans doute, comme peut-être pas tout le monde le sait, mais comme nous savons, en tout cas, l'impérium est à maintenir à tout prix, est à faire durer éternellement. Alors que dans l'éthique, et je suis convaincu quand même qu'on peut bien comprendre, faut bien faire comprendre que l'État a un certain, fonctionne presque à la naissante, car finalement, si nous sommes sages,
Il n'y a pas besoin d'un État, il n'y a pas besoin d'un commandement. Nous accomplissons spontanément le bien public. Donc, ça c'est une première question. Enfin, je ne sais pas si ça va vous provoquer, pas dans le mauvais sens, mais pour rebondir à votre réaction, en tout cas, une clarification, si c'est pas vrai ou faux. Et puis, ma deuxième question, réflexion, c'est que, vous avez souvent employé ce mot dans votre ouvrage Judaïsme et Révolution, d'une dialectique, ce que je trouvais très intéressant. Et j'ai bien l'impression, en vous écoutant, en vous lisant, que vous pratiquez cette dialectique. Or, généralement parlant, depuis au moins Deleuze, peut-être, depuis Guattari, on a l'impression de séparer dialectique et Spinoza. Et ne serait-ce qu'à cause de l'héritage hegelien. Et c'est pourquoi je trouve en vous une dialectique, et pourquoi peut-être vous allez pouvoir m'expliquer Spinoza peut nous permettre à penser de façon dialectique. C'est ça ma question en fait. C'est parce que vous arrivez à faire débattre. Je ne sais pas comment expliquer ça, il faut vérifier, mais il y a un fort côté presque d'une tradition juive, d'un débat sans cesse, d'un débat productif, une sorte de débat, un argument qui est féconde, et qui ne fait pas de fin. Alors, et dans ce sens-là, oui, je peux dire que je comprends tout à fait. Spinoza est dialecticien, il n'y a pas de fin, ça continue, ça continue sans cesse en réalité, cette productivité des choses. Et le sage doit l'être comme ça. Donc, deuxième remarque, question, je ne sais pas. Vous le prenez comme vous voulez. Non, mais je crois que c'était clair ce que vous avez dit. C'était clair, effectivement. Je serais. Bon. Alors, simplement, ce que je dirais, c'est que, effectivement, si on radicalise mon propos, alors on dira effectivement qu'il y a d'un côté théoricien bourgeois, puis Spinoza, l'auteur du traité politique, et l'autre sera le côté de l'éthique. Vous avez raison aussi qu'il y a sans doute chez moi, volontairement, une volonté en instrument, ce que j'ai appelé un clivage, de dialectiser l'œuvre de Spinoza elle-même autour de ce point-là, tout à fait. Et donc je crois que j'entends très bien tout ce que vous avez dit. Et simplement peut-être ce que je dirais pour essayer de préciser mon propos. Il y a tout de même, parce que quelle est la position dans cette affaire du traité théologico-politique? Et alors, ce qui est très intéressant dans le traité théologico-politique, c'est que vous avez donc une lecture du mythe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une lecture qu'on retrouve aussi dans un scolie d'éthique et qu'on retrouve aussi dans sa correspondance, qui va, je résume très rapidement, mais en gros, Spinoza dit voilà, bien compris, ce texte-là est tout à fait conforme à la lumière naturelle. C'est-à-dire en fait tout à fait conforme à mon éthique de philosophie. Ça, c'est sur la lecture de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis vous avez après toute l'armature du traité théologico-politique qui soutient quoi? Qui soutient que voilà, au Sinaï, ce qui se donne sous la forme de commandements, de règles auxquelles il faut obéir, c'est dû au fait que les prophètes et Moïse n'entendent pas, ne comprennent pas bien la parole, la prophétie. Ils ne l'entendent pas. Parce que s'ils entendent bien la prophétie, c'est justement entendre que le bien agir se donne sous la forme d'une conduite de la raison et non pas d'obéissance à des règles ou à des lois. Or, il y a ici une contradiction entre ce qui se dit au moment de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est conforme à la lumière naturelle, qui est la raison, qui est en fait, on pourrait dire en deux mots que la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la question de vivre sous la conduite de la raison. Et ce qui se passe au Sinaï, où brusquement, justement, c'est l'inverse. On est dans la figure de l'obéissance et non pas d'une vie sous la conduite de la raison. Et que se pose la question de savoir comment interpréter cette tension, cette contradiction. Et qu'il est évident, et qu'on peut se demander
si ce n'est pas dû au fait que dans un cas, justement, il s'agit du premier homme et de la première femme, et donc du lieu de l'éthique, alors qu'au Sinaï se joue, pour Spinoza très clairement, la question de la fondation d'un interview, c'est-à-dire d'un pouvoir sur une multitude. Comment réguler, comment régir la multitude. Alors, est-ce que ça signifie que chez Spinoza, nécessairement, dès qu'il est question du politique au sens de... ça implique la question de la constitution d'un collectif, il faut impérativement et nécessairement, inéluctablement, un rapport de l'ordre du commandement, de l'obéissance. C'est une première option. Ou est-ce que non? Que justement, il y aurait chez Spinoza sa propre pensée, alors, ou bien dans l'éthique, et peut-être aussi dans également dans le côté politique, l'idée qu'au contraire, la véritable politique, qu'on pense la forme de la démocratie ou autre, qu'en tout cas la véritable politique chez Spinoza serait de poursuivre jusque dans le collectif ce qui se joue, ce qui s'établit au moment de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'éthique puisse se poursuivre et s'accomplir jusque dans la figure du collectif. Donc c'est cette tension-là. Alors vous comprenez bien que une fois que je pose les choses comme ça, vous comprenez bien que pour moi, le fait que le traité politique se termine sur ce rapport de domination de l'homme sur la femme, alors que ce qui se joue dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est justement pas ça. C'est justement pas ça. Alors si ça se termine là-dessus, c'est parce que dans le traité politique, on a cédé. Mais effectivement, comme je disais, ça c'est un mode majeur. Mais effectivement, on peut le traiter tout à fait comme un mode mineur, que c'est simplement la survenue in extremis d'un préjugé qui ne remet pas en cause l'armature théorique et conceptuelle qu'il y a dans le traité politique, d'un préjugé, comme disait Frédéric Lordon, permet de désacraliser les tentatives de sacralisation du maître, donc c'est encore mieux. Et en plus de ça, Spinoza, cédant à ce préjugé-là, il casse sa pipe sur le coup, quoi. Et donc, mais effectivement, c'est ouvert. En tout cas, ce qui m'intéresse, je crois que ce qui est intéressant, effectivement, c'est aussi de souligner ces points de contradiction apparentes, et la question de comment les résoudre, ça reste très ouvert. Moi, j'ai proposé certaines pistes, mais elles sont discutables, elles sont à discuter, et les choses sont ouvertes. Mais vos remarques sont très judicieuses. En essayant de comprendre votre propos sur le cri chez Deleuze, je me suis rappelé d'autres caractérisations qu'il en donne dans d'autres endroits de son ouvrage. Et je me rappelle par exemple d'un cours où il dit à peu près que toutes les fois que nous avons envie de crier dans la vie quotidienne, nous sommes proches de la philosophie. Je me rappelle aussi dans une phrase où il dit, dans Pour parler, où il essaie de dire que le plan d'immanence, l'image de la pensée, relèverait du cri, alors que les concepts relèveraient des chants, du chant, le fait du chanter. Et puis, je me rappelle aussi de la fin de Différence et Répétition, où il parle aussi de la clameur de l'être. Et il parle en gros d'une seule clameur de l'être, pour toutes les rumeurs et gouttes de l'océan. Enfin, et je me demande si toutes ces autres caractérisations-là jouent un rôle dans votre interprétation, et aussi de savoir si, parce que là, je vois nettement qu'il y a un aspect existentiel, ontologique, mais même noologique dans cette affirmation du cri. Dans ce sens, il y a des postulats de la pensée qui se font suivant les différentes images. S'il s'agit d'Aristote, le principe de non-contradiction est un postulat de la pensée, tandis que chez Spinoza, ce serait plutôt cette idée qu'on ne sait pas ce que c'est encore. Donc, je voudrais savoir comment ces autres caractérisations-là instruisent votre propos, enfin, si ça peut avoir un... Parce que là, je vois aussi que ça peut être
rapprocher de l'étymologie du cri en tant qu'appel au secours aussi, d'une certaine manière. Le mot d'ordre aussi, parce que Deleuze parle dans 1000 plateaux du mot d'ordre, c'est une sorte de cri d'alarme aussi lorsqu'il parle du mot d'ordre. Donc ce sont des choses qui, à mon avis... Oui, alors c'est vrai que moi je me suis contenté de dire que Deleuze dit que c'était un cri, et c'est vrai que vous avez raison que dans l'œuvre de Deleuze, ça a des significations qu'il faudrait creuser, et je suis allé un peu vite là-dessus. Donc, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, je dirais en ce qui me concerne, pendant la formulation telle quelle, on ne sait pas ce que peut le corps, c'est un cri. Et comment on peut l'entendre? Alors, moi, personnellement, ce qui me viendrait à l'esprit, alors, c'est de parler du cri du nouveau-né. Le cri du nouveau-né. Ah oui. Voilà. C'est le cri du nouveau-né. Et alors, je vais conclure sur une anecdote personnelle, cette question-là. Le cri du nouveau-né, c'est que lorsque mon fils est né, donc j'étais pas loin, derrière le rideau, là-bas. Le rideau, oui, il y a un rideau, l'accouchement, moi j'étais derrière le rideau. Et il naît, et j'entends, on me dit c'est un garçon. Bon. Mais je ne l'entends pas crier. Et ce silence-là était extrêmement angoissant. Il y a eu quelques longues secondes avant qu'il me crie. Pourquoi? Et la raison pour laquelle il m'a beaucoup frappé, c'est qu'à une époque lointaine où j'écrivais des poèmes, voyez-vous, il y avait une métaphore qui pour moi représentait un texte, la métaphore du nihilisme, le nihilisme absolu. Le nihilisme, c'était un nouveau-né pendu à son cordon ombilical. La figure du nihilisme. Alors pourquoi elle ne criait pas? Effectivement, on savait qu'il y avait un problème, puisque vraiment quand les os, la femme perd ses os, les os doivent être propres. Alors là, quand on a perdu ses os, les os étaient sales. Il signifie qu'il y a un problème. Et quel était le problème? Il est sorti tout bleu parce qu'il était étranglé au cordon ombilical. C'était ça. Et donc la possibilité du cri était l'affirmation de la vie contre la mort. Son immanence. Et donc au fond, si on me demandait, je disais voilà, on ne sait pas ce que peut le corps, c'est un cri, je le rapporterai au cri du nouveau. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'heure de... Écoutez, donc merci beaucoup pour votre présence extrêmement attentive, voire un peu impressionnante ce soir. La prochaine séance aura lieu le 11 décembre à la même heure, au même endroit, et on entendra Laurent Bove qui fera un exposé à propos de son interprétation spinoziste de l'étranger de Camus. Voilà. Merci beaucoup.